Il est beau celui-là aussi, non? Alors Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes en janvier 2013, vous vouliez faire un petit récapitulatif? Oui, déjà on a fait une petite pause à Noël. Donc là on est de retour pour cette vidéo de janvier. On a sauté un mois mais il fallait se reposer un peu. C'est l'occasion de faire un petit bilan. Alors déjà on voit qu'on a échappé à la fin du monde. Alors bon, il y a l'aspect comique de la chose, puis aussi il y a l'aspect sérieux, c'est que on avait bien vu avec le numéro de Netanyahou à l'ONU. C'est une démonstration plutôt inhabituelle qu'a livrée Benyamin Netanyahou à la tribune de l'ONU. Schéma à l'appui, le Premier ministre israélien a sorti le grand jeu pour convaincre de la dangerosité de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Une ligne rouge devrait être tracée, juste ici. Juste avant que l'Iran ne finalise la deuxième étape de son enrichissement nucléaire nécessaire à la fabrication d'une bombe. Une ligne rouge à ne pas franchir donc, sous peine de frappe préventive d'Israël. Il y avait une volonté on va dire des sionistes et sans doute des néoconservateurs, ce qu'on appelle les américano-sionistes, d'aller à la guerre mondiale d'une certaine façon en attaquant l'Iran et en déclenchant un conflit général Iran-Syrie. Ils ont échoué. Alors il y avait cette volonté d'aller à la guerre se couplait d'une dimension mystique, c'est ça qui est assez intéressante, c'est qu'on avait vu en novembre des prières pour essayer d'ater la venue du Mashiach, c'est-à-dire du Messie juif, qui est notre antéchrist, qui est le Dajjal pour les musulmans. Et si on comprend bien, cette volonté d'aller à la guerre des américano-sionistes néoconservateurs correspond à la parabole des coqs chez notre très cher rabbin Rav von Chaya. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du Rav, il vient se coucher dans un petit coin, comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. Qui était l'idée que les Juifs accéderaient à la domination du monde par la Troisième Guerre mondiale. C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Donc il y avait vraiment cette convergence, je dirais, géopolitique et mystique, qui était très inquiétante. Donc il y avait vraiment un climat de fin du monde, c'était fin 2012, et on y a échappé. On y a échappé de toute évidence, on le voit avec la nouvelle équipe Obama, parce que les élites américaines, notamment militaires, en fait les élites WASP, puisqu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juifs à West Point, ont refusé d'aller s'engager dans une guerre contre l'Iran, et ont refusé donc d'aller à la catastrophe. Donc de ce point de vue-là, il semblerait que le risque de guerre mondiale s'éloigne et que les sionistes en ce moment perdent des points. On le voit notamment avec la récente déclaration d'Obama, qu'il faut comprendre vient d'être élu et ne peut pas être élu une troisième fois, donc maintenant il est tranquille pour 4 ans, et il peut peut-être, je dirais, se venger un peu des humiliations qu'il a subies, notamment par le tout-puissant lobby sioniste américain. Et là, il vient de traiter clairement Netanyahou de lâche. Je vais lire d'ailleurs ce qu'il a écrit, parce que c'est assez rare qu'un président des États-Unis, démocrate en plus, ose se lâcher comme ça. C'est tout frais, ça, je crois que ça date d'hier au moment du tournage. Alors, selon le quotidien israélien Haaretz, le président américain Obama a déclaré lors d'une réunion à huis clos que le Premier ministre Netanyahou est un lâche, il ne comprend pas les intérêts politiques d'Israël et les actions de son gouvernement mènera Israël à l'isolement international allant jusqu'à menacer son existence. Le président américain est désormais indifférent à l'égard de la politique d'autodestruction du Premier ministre israélien, ça c'est un commentaire. Obama estime qu'à chaque annonce d'une nouvelle mesure de colonisation dans les territoires palestiniens enfonce Israël plus dans un isolement international quasi total. Le président américain pense que si Israël se trouve rejeté par la communauté internationale, alors même les États-Unis s'éloigneront et Israël ne pourra pas survivre.
Donc ça va loin là. Hein. Pour ce qui est de l'Iran, Obama estime que la République islamique d'Iran est une menace à court terme sur l'existence d'Israël. Toutefois, le comportement d'Israël est une menace existentielle pour lui-même à long terme. Donc là, on a quand même un Obama qui, en langage encore un peu diplomatique, dit en gros que Israël est le plus gros problème, notamment le plus gros problème pour lui-même, c'est-à-dire pour l'État juif et les Juifs. Hein. Donc ça, c'est quand même un virage important qui d'ailleurs accompagne la nomination de 2 personnages dans son équipe qui ont immédiatement été traités d'antisémites par le tout-puissant lobby juif américain. Chuck Hagel, un franc-parler. Il a été contre la guerre en Irak, contre la guerre en Afghanistan. Et puis en 2007, Chuck Hagel a fait une autre gaffe très importante aussi, puisqu'il a dénoncé, je cite dans le texte, le lobby juif trop puissant à Washington. Barack Obama, lui, passe outre. Il s'est lié d'amitié avec le sénateur en 2008 lors d'une tournée au Moyen-Orient. Il est depuis devenu l'un de ses conseillers en renseignement. Et il a tenu bon. Donc ça veut dire qu'on a évité cette guerre mondiale fin 2012 qui était voulue par Netanyahou avec son fameux dessin avec la bombinette. Et là, on est passé un peu de l'autre côté, c'est-à-dire un léger déclin de l'influence sioniste sur les États-Unis, parce que je pense que les élites, sans doute WASP, ont compris effectivement que les sionistes étaient prêts à sacrifier en gros l'Amérique à leur vision eschatologique, mystique et délirante. Et là, je rappelle les prévisions, les prédictions et les théories de Sheikh Imran Hossein, que Israël, le but d'Israël et sa survie, c'est le Grand Israël, et que le Grand Israël ne pourra se faire que par un déclenchement d'une guerre totale au Moyen-Orient. And my opinion is that Israel is not going to attempt to deliver a knockout blow. Israel will attack Iran in order to commence wars that she hopes will follow one after the other. That they're setting a trap for the United States, so that the United States is going to be led to a situation where it's going to be facing defeat in Iraq and in Saudi Arabia. These are my opinions, you don't have to accept them. And only one power in that region could intervene to save the United States from defeat, and that is Israel. And that would be the bell being rung. That this is the passage of power now from Pax Americana to Pax Judaica. D'où la volonté d'ailleurs des américano-sionistes de mettre des islamistes radicaux partout pour justifier une énième guerre défensive qui sera en réalité une guerre de conquête. The Arab Spring is meant to bring about elections, democracy, so-called freedom. And in these elections, you could close your eyes if you understand Islamic eschatology. The Islamic parties have to win. They have to have landslides. When the Islamic parties win the elections and form government, number one, you have to bring Sharia. Number two, you have to support the Palestinians. And on both fronts, they have time bombs waiting to explode. And then the Islamic parties and governments are going to be declared terrorists. And then Israel will be able to wage her wars while claiming to the world, we're only defending ourselves from terrorists. Are we saving mankind from the menace of Islam? That's why. Donc ça, c'est le climat actuel. Donc on a échappé à la Troisième Guerre mondiale. C'est un peu rigolo comme ça, mais en fait, on était quand même très près d'un conflit majeur. Et face au danger et à l'imminence de ce conflit majeur, les gens, les gens un peu raisonnables ont reculé. Et là, on voit bien que ce sont plutôt les élites militaires américaines, beaucoup plus WASP que juives, qui ont dit non, nous n'irons pas agresser l'Iran. Et là, nous démarrons cette année 2013 sur un climat un peu différent, mais que je nommerais non pas un climat de redressement, mais un climat de pourrissement lent. C'est-à-dire qu'on a évité une catastrophe brutale, mais on est quand même sur un pourrissement lent généralisé. Toujours pareil, sur le plan économico-social, sur le plan géopolitique et sur le plan ethnico-religieux. On voit bien que en France notamment, on a une aggravation de la crise économique. On est dans une récession qui est maintenant impossible de cacher, avec les plans de licenciement aussi bien chez Peugeot que chez Renault. On parlera aussi tout à l'heure en douce de la destruction, comme c'était prévu, du
du CDI, qui était une injonction européenne, et que c'est le Parti socialiste qui le fait. C'est toujours la gauche qui fait les saloperies que la droite ne peut pas faire parce que ce serait trop visible. Donc ça, sans doute, on y reviendra tout à l'heure. On est rentré totalement dans une récession. Lors de mon voyage à Hong Kong, j'ai discuté avec des financiers de haut niveau qui m'ont dit quelque chose que je crois, c'est que le nouvel ordre mondial, enfin l'oligarchie mondialiste, ne lâchera jamais l'euro. Ils sont prêts à tout faire péter, mais ils ne lâcheront pas l'euro parce que pour eux c'est une défaite insurmontable. C'est plus qu'un symbole. Ce qui veut dire que nos élites politiques soumises à l'oligarchie bancaire est prêt à aller très très loin dans le sauvetage de l'euro avec un coût social immense, parce que c'est ça l'idée, c'est que plus on sauvera l'euro, plus le coût social sera fort, et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. On a échappé à la Troisième Guerre mondiale, on a échappé à l'effondrement ou à l'explosion de l'euro, sa disparition ou son éclatement en plusieurs euros, par la volonté oligarchique. D'un côté, il y a une volonté de ne pas aller à la guerre, mais de l'autre, une volonté de sauver l'euro. C'est pas tout à fait les mêmes élites à l'intérieur de l'oligarchie, mais c'est le climat général. Et ce sauvetage de l'euro à tout prix va avoir un coût social de plus en plus accru. Ce qui veut dire en France des tensions sociales de plus en plus grandes, qui impliqueront de la part de l'oligarchie, comme je le dis à chaque fois, de dévier ça sur l'ethnico-religieux. D'où aussi le climat de pourrissement en général qu'on voit en ce moment avec le Mali, c'est-à-dire quelque chose de très très troublant, où on a à la fois le financement par l'empire d'islamistes radicaux, c'est-à-dire Al-Qaïda, ceux qu'on voit en train d'essayer de détruire la Syrie. Allahu Akbar! Allahu Akbar! La France donne de l'aide qui passe grosso modo par cette frontière turque. Il y a très souvent la présence de diplomates français là-bas pour faciliter la chose. C'est carrément du liquide qui passe, mais bon, on garde des reçus. Et en même temps, de les montrer comme un danger majeur. Ce clip de propagande a été réalisé par l'un des groupes armés qui a pris dimanche le contrôle de Tombouctou. À sa tête, Yad Ghali, un ancien rebelle touareg ici en blanc, devenu salafiste. Son groupe armé Ansar Eddine, les combattants de la foi, entend instaurer la charia et faire du Mali un État islamique avec l'appui des combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous demandez ce qu'on va faire des terroristes si on les retrouvait. Les détruire. C'est-à-dire qu'il y a une schizophrénie totale du système, ou alors le système nous prend totalement pour des imbéciles. C'est qu'aujourd'hui ils combattent au Mali ce qu'ils ont sponsorisé en Libye et ce qu'ils sponsorisent encore en Syrie. Et là on voit effectivement qu'aujourd'hui un journaliste est une pute, sinon c'est un chômeur, et que pour arriver à ce niveau de mensonge et de schizophrénie, il a vraiment fallu faire un travail de sape et d'abrutissement des gens par de la désinformation permanente pour que les gens ne connectent pas la contradiction totale du discours du pouvoir impérial entre son soutien des extrémistes islamistes en Syrie, leur soutien en Libye et ce qui se passe en ce moment dans toute l'Afrique centrale. Alors que c'est totalement lié et totalement cohérent d'un point de vue de mon analyse et complètement contradictoire du point de vue du commentaire impérial. Mon travail, c'est d'avoir une vision globale cohérente qui permet d'analyser chaque fait dans cette logique globale, en sachant qu'il peut y avoir des phénomènes paradoxaux ou accidentels, mais globalement il y a une cohérence globale de tout ça. Et il faut toujours, je le dis, articuler l'économico-social, et c'est là où l'outil marxiste est très performant, critique de la logique libérale et de la dérive libérale. Il ne faut pas négliger la vision géopolitique, qui n'est pas dans le marxisme, c'est vrai, c'est une science allemande, et là comprendre effectivement cette lutte de l'empire thalassocratique contre ce qu'on appelle le nomos de la terre, c'est-à-dire finalement des Américains contre les Russes, de Gog et Magog c'est pour les religieux, et la dimension ethnico-religieuse qui existe et qui est aussi une manipulation et un masque, c'est-à-dire de nous faire croire, comme notamment au Soudan, on verra que c'est une guerre entre musulmans et non-musulmans. C'était en 2004. Le monde découvre les premières images de la province du Darfour, à l'ouest du Soudan. Sur des kilomètres, des villages détruits, des récoltes brûlées et de rares habitants qui s'accrochent encore à leurs terres. La guerre a commencé il y a 4 ans. D'abord une rébellion, une population noire qui revendique un meilleur partage des richesses. Puis c'est la répression menée par le régime de Khartoum, à majorité arabe, implacable. Alors qu'en fait, en général, c'est un masque, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. C'était déjà le cas en Bosnie, c'était sans doute d'ailleurs le cas même en Tchétchénie. On a toujours les mêmes qui nous vendent un conflit ethnico-religieux, en montrant du doigt effectivement l'islam, parce qu'on se rappelle l'hystérie de BHL pour nous vendre l'histoire du Darfour. Moi je suis pour arrêter le massacre.
je suis pour arrêter les tueries. Le Darfour, c'est pas une guerre. Une guerre, ça veut dire une armée en face d'une autre armée qui se battent sur un front. Là, c'est une armée suréquipée qui massacre des civils. C'est un État qui massacre ses propres citoyens. Il y a un régime là, les assassins, ils sont pas invisibles, c'est pas le Saint-Esprit, c'est le régime de Khartoum, le régime du général al-Béchir, qui est un régime islamiste venu au pouvoir par un coup d'État et qui a déclaré la guerre à une partie de sa population. Alors que quand on étudie, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça, que c'est des combats d'empire à empire, en général pour des raisons de domination économique entre Américains, Chinois, etc. Et que la lecture ethnico-religieuse chrétien-musulman ou musulman-non-musulman est toujours caricaturale et en général beaucoup plus imbriquée et complexe que ça. Hein, voilà. Donc étudier l'économico-social, le recouper avec le géopolitique, tenir compte de l'ethnico-religieux, mais voir à quel point l'ethnico-religieux sert de masque et de manipulation pour les abrutis. L'abruti suprême en France étant sans doute Madame Tassin. Je crois que j'ai pas vu plus bête. Ça pourrait être la conne du mois, mais on en a un autre. Mais on la gardera pour le mois prochain. Voilà. Donc ça, c'est la fin de mon introduction générale qui nous permettra de parler à la fois de la situation sociale en France, de la question du CDI, aussi des questions sociétales comme le mariage pour tous, hein, qui en fait pas pour tous, on verra. Et puis la question africaine qui est très très forte là avec l'histoire malienne, la manière dont les Français se trouvent impliqués dans cette affaire malienne. Aussi voir effectivement que c'est toujours les socialistes qui font des guerres coloniales et des guerres de conquête coloniale ultra brutales. Ça remonte à Jules Ferry. Il faudra bien rappeler que quand Hollande a été élu, son discours d'investiture, je crois, a été un hommage à Jules Ferry. Voilà François Hollande qui est au pied de cette grande statue installée en 1910 aux Tuileries, dépose une gerbe, donc la figure de Jules Ferry. Celui qui voulait, pacifier et coloniser les races inférieures. Hein. Ce que j'ai dit là comporte, déclarait-il, des idées de civilisation de la plus haute portée. Il faut les dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je? Un droit. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Au nom des Lumières et des droits de l'homme. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pour ceux, comme les gens du PIR, notamment Aurélia Boutelja, qui luttent contre la colonisation au nom des droits de l'homme. Qui n'ont toujours pas compris que la colonisation s'est faite au nom des droits de l'homme, et que les droits de l'homme fait partie non seulement du bagage impérialiste et du bagage colonial, mais c'est même le fer de lance de l'impérialisme et du colonialisme, exactement comme le devoir d'ingérence humanitaire et le baratin qui permet, le néocolonialisme actuel. C'est du même genre de mensonge. Le devoir d'ingérence humanitaire et les droits de l'homme, c'est la continuité. Et ça, c'est la gauche maçonnique. Hein. Voilà, on le verra d'ailleurs en parlant du con du mois, que la gauche maçonnique est toujours la plus arrogante, la plus sanguinaire et la plus menteuse, et que c'est toujours elle qui se comporte le plus mal avec les sociétés autres et différentes. Parce que le droit de l'hommisme maçonnique est un totalitarisme. Hein. Il faut bien comprendre. C'est la négation des sociétés différentes, négation des sociétés traditionnelles, négation de tout ce qui n'est pas elle. Hein. C'est l'idéologie aujourd'hui avec l'effondrement, on va dire, du communisme. L'idéologie totalitaire actuelle, c'est le droit de l'hommisme. C'est clair et net. Totalitaire au sens totalement idéologique, mais guerrier. Hein. Voilà, c'est clair et net. Il faut bien comprendre. Hein. C'est-à-dire que quand j'entends parler des droits de l'homme, je sors mon revolver. Hein. Voilà. Maintenant, on peut démarrer sur les questions. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Le con du mois, c'est toujours au dernier moment qui se révèle. Là, je cherchais, parce qu'on a toujours Caroline Fourest qui revient. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez impudique à juger les couples des autres et le fait si ce sont des bons ou des mauvais parents. Ma philosophie à moi, c'est de penser que l'orientation sexuelle, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a rien à voir. Il y a des hétérosexuels qui font des enfants très tordus, très délinquants, même dans 98% des cas, c'est ce qui se passe. Nicolas... On a Aziza qui aurait pu être con du mois deux mois de suite, parce qu'on va revenir sur sa petite histoire de son grand-père, là, on a toutes les réponses. Mais là, il y en a un qui est parfait, qui est assez parfait justement par rapport à ce climat global de la méchanceté, de la violence et de la bêtise de la gauche française, qui est vraiment un truc mondial. Hein, je veux dire, on est vraiment les champions de la gauche bête et méchante.
la gauche la plus bête du monde en fait. Et c'est Philippe Torreton réagissant à l'affaire Depardieu. Alors Gérard, t'as les boules. Dès le titre, Philippe Torreton annonce la couleur. Dans une tribune publiée par le quotidien Libération, le comédien s'adresse directement à Gérard Depardieu. Il critique son exil fiscal en Belgique. Cette lettre ouverte, je vous la conseille parce qu'il y a de la colère dans chaque phrase, de la violence dans chaque mot. Tu t'attendais à quoi? Une médaille? Un César d'honneur remis par Bercy? Tu voudrais avoir l'exil fiscal peinard, qu'on te laisse t'empiffrer tranquille avec ton pinard, tes poulets, tes conserves, etc. Torreton est vraiment un con. Et il est vraiment emblématique de cette gauche, en plus gauche non ouvrière, gauche non sociale, héritière en droite ligne du baratin des droits de l'homme, et qui est à la fois gauche très arrogante, très agressive, et surtout totalement illégitime, quoi. Et Torreton incarne parfaitement ça. Tu votes pour qui tu veux, et tu fais ce que tu veux d'ailleurs, mais ferme-la. Prends ton oseille et tire-toi, ne demande pas le respect, pas toi. C'est quand même savoureux, mais extrêmement violent. Ah, le gars est très énervé, manifestement. Voilà. Est-ce que c'est un règlement de compte entre comédiens ou est-ce que c'est vraiment le signe d'un vrai engagement de Philippe Torreton? Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Il a toujours été engagé, Philippe Torreton, et jamais caché ses opinions politiques. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est mobilisé. Alors, il a insulté effectivement Depardieu, parce que Depardieu, on en reparlera, n'en a pas marre de payer les impôts. Il en a marre qu'on lui fasse payer 85% d'impôts, alors qu'il est finalement un petit entrepreneur français, alors que ce même parti socialiste qui le punit sans doute d'avoir plutôt soutenu Sarkozy. On sait très bien que les ardoises fiscales sont un moyen de pression, de récompense et de châtiment en fonction de la façon dont on a appelé à voter au présidentiel. Je fais remarquer que Yannick Noah ne subit pas du tout les mêmes pressions fiscales que Depardieu, alors qu'il est à peu près dans la même situation. Mais lui, il a pleuré quand il a vu les bandes ethniques déferler sur la Bastille pour se réjouir de l'élection du président qui a mis en place le gouvernement le plus sioniste et le plus anti-musulman qu'on ait jamais vu. Hey! Merci à la famille, merci à Monsieur François Hollande. Ce soir, j'ai chialé! Ça a fait pleurer et se pâmer celui qui fait les publicités pour les slips, là, Yannick Noah, ancien joueur de tennis d'assez bon niveau et très mauvais chanteur. Mais Depardieu, lui, n'a pas chialé. Voilà. Donc il s'est fait emmerder. Il a réagi virilement, parce que c'est un Gaulois. Et derrière, on a ce Torreton qui est monté comme espèce de roquet. On a bien l'image d'Obélix, et puis une espèce de petit avorton, pareil, fonctionnaire de la comédie ou de la tragédie, puisqu'il était sociétaire de la comédie française. Donc le fonctionnaire de la gauche culturelle qui vient l'insulter. Et alors du coup, je me suis penché sur le Torreton, on mettra des liens. Il a dit énormément de conneries depuis qu'il pense qu'il a un cerveau. Pendant ce temps, sur nos écrans, le film indigène triomphe. Comme une preuve qu'une autre France existe, celle d'une autre génération d'hommes et de femmes qui s'interrogent ensemble sur leur histoire commune, celle d'une France qui se regarde telle qu'elle est, mixte, laïque, tolérante et pertinente. Une France qui ne sait ce que c'est que la vraie France, et qui ne voudra jamais le savoir. Il est grand temps que la France se retrouve parmi ces nations qui font confiance aux femmes, comme en Allemagne, où tout d'un coup on a un regard féminin aussi sur la société, et au-delà d'un regard féminin, c'est enfin tourner une page machiste comme ça, et prouver à la face du monde que voilà, on est pareil. Et donc, si on est pareil, il y a une alternance homme-femme. Je rappelle d'ailleurs, j'avais écrit dans nos abécédaires que c'est pas pour rien que les acteurs, on leur fait lire et apprendre par cœur des textes écrits par d'autres. Parce que les acteurs sont en général des imbéciles. Donc en fait, il faut qu'ils lisent ou qu'ils récitent des textes intelligents écrits par d'autres, ou des dialogues intelligents écrits par d'autres. Mais jamais qu'ils se mettent à produire leurs propres textes. Sinon, c'est catastrophique. On l'a vu d'ailleurs avec Alain Delon, on l'a vu avec Belmondo, voilà. Donc Torreton, sans doute un très bon acteur, quand il apprend par cœur des textes de grands dramaturges, mais dès qu'il se met à être
son propre auteur, ça devient catastrophique. Le problème, continue Philippe Torreton, Gérard, c'est que tes sorties de route vont toujours dans le même fossé, celui du « je pense qu'à ma gueule ». Il dit voilà, l'homme est devenu riche, mais sa fortune lui a pété à la gueule. Tu sais ces gros pets foireux dont tu te vantes et que tu lâches sur les tournages en répondant à tes 12 téléphones au lieu de bosser. Et surtout catastrophique et très agressif et très mesquin. Alors qu'est-ce qu'il a, je vais le citer, à propos de l'affaire Siné, quand Siné s'était fait flinguer et virer par l'ignoble Philippe Val, Torreton avait soutenu Philippe Val. Ce qui est d'ailleurs pratique parce que Philippe Val, c'est le pouvoir, hein, c'est la nomination par Sarkozy à la tête de France Inter. Donc il y a aussi ce côté finalement fonctionnaire, lèche-cul, qui on imagine bien quand dans l'ex-URSS il aurait été, il aurait eu le prix Staline du meilleur acteur, je sais pas quoi, le prix Jdanov. Enfin, on voit bien le profil du mec en URSS. Il aurait aussi, à mon avis, à l'époque du macartisme, il aurait balancé, à mon avis aussi. Enfin, on voit bien le Torreton dans toutes les situations. Petit flic, petit délateur, avec sa petite tête. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il est connu pour un rôle important qui est Capitaine Conan, où il joue le rôle d'un mec qui aurait été au Front National, quoi. C'est ça qui est marrant, il n'a pas compris. Oui, mais enfin tout de même, tu rempiles dans leur combine. Mais alors ça te plaît ces conneries là? Tiens, le jour où les mauvais soldats, constituant la clientèle ordinaire des conseils de guerre, les mauvais soldats, qu'est-ce qu'il connaît des mauvais et des bons soldats, celui qui a écrit ce torche-cul? Là bah voyons, général, faut au moins 2 étoiles pour en balancer de ce calibre-là. Oh, j'en ai bigorné dans ce quartier-là, mes pauvres amis. À la grenade. On a fait du hachis là-dedans, du parmentier. Tiens, là, un grand bulle. Il se tenait le bide, les mains pleines de sang, de merde. Oh, je l'ai flingué à bout portant, il me faisait de la peine, je te jure. Allez! Il joue vraiment un rôle qui n'est pas du tout de gauche. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce rôle a un certain charme. C'est marrant, il n'a pas compris ça. Tout le reste, sans ça, on n'en aurait jamais entendu parler. Alors qu'est-ce qu'il a dit d'autre aussi? Il a dit « Je trouve que l'indignation ne doit pas être sélective. Il faut soutenir Israël, c'est une démocratie. Alors qu'aucun pays musulman n'est une démocratie, il faut le savoir. » Voilà, comme par hasard, Torreton est sioniste, jusqu'à la trogne aussi. Hein. C'est le socialiste, le mec qui défend les petits, c'est-à-dire le mec nommé par Sarkozy à France Inter, l'État d'Israël, et il crache un peu sur les musulmans. Enfin, hein. Ah si, il avait dit à Hollande, Hollande aurait dû exclure tous ceux qui ont fait campagne pour le non au référendum, hein, au traité européen de 2005. Il y a des rendez-vous de chefs qu'il a manqué. Lesquels? Justement, la Constitution européenne. Je pense qu'il aurait dû exclure tous ceux qui ont fait campagne pour le non. Et je pense que la donne aurait été vraiment changée, quoi. Là, il est bon aussi. Il est très social, le Torreton. Puis il a bien compris l'économico-social. Il est cultivé, quoi. Torreton, con du mois. Il n'y a pas de problème. On remettra après ce qu'il a écrit sur Depardieu. Puis c'est bien parce que ça rhume. Torreton est un con. Voilà. Bon, je crois qu'on n'a pas besoin d'en faire tellement plus. Après l'annonce de son exil fiscal en Belgique, c'est cette phrase de Jean-Marc Ayrault il y a quelques jours qui fait aujourd'hui bondir le comédien. Je trouve ça assez minable, si vous voulez. C'est une grande star. Tout le monde l'aime comme artiste. Mais se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque assez minable, quoi. Hein, et tout ça pour ne pas payer d'impôts. Dans une lettre ouverte au Premier ministre, publiée ce matin par le journal du dimanche, le comédien s'insurge. Minable, vous avez dit minable, comme c'est minable. Qui êtes-vous pour me juger ainsi? Il dit rendre son passeport et vouloir partir après avoir payé en 2012 85% d'impôts sur ses revenus. 85% sur ses revenus pour la seule année 2012 et 145 millions d'euros ces 45 dernières années. Il rappelle également avoir créé plusieurs entreprises et faire travailler 80 personnes. L'acteur va même plus loin car il annonce tout simplement sa rupture avec la France. Je n'ai malheureusement plus rien à faire ici. Je vous rends mon passeport et ma sécurité sociale dont je ne me suis jamais servi. Nous n'avons plus la même patrie. Il voulait s'en séparer, c'est désormais à la portée de Gérard Depardieu, car depuis hier il a un passeport tout neuf grâce à un décret de Vladimir Poutine. Si Gérard Depardieu veut vraiment avoir une carte de séjour en Russie ou le passeport russe, alors qu'il considère que cette question est réglée. Dans une lettre publiée hier par la télévision russe, l'acteur français l'affirme, la démarche vient de lui. Vous savez, j'ai un passeport russe, mais je suis français. Et j'aurais certainement une double nationalité belge. Vous savez, si j'avais voulu échapper au fisc, comme on dit dans la presse française, je l'aurais fait depuis longtemps.
Oui, alors l'affaire Depardieu est une affaire très très symbolique, parce que Depardieu c'est Obélix, c'est un Gaulois, c'est une des rares réussites, je dirais, à la française, emblématique de ce qu'était la France du temps de Gabin et tout ça. C'est-à-dire que c'est un petit loupard de Châteauroux, et moi je vais aller dimanche après-midi à Châteauroux pour voir ce que c'est d'avoir réussi à sortir de Châteauroux pour devenir une star mondiale. C'est l'acteur des valseuses, enfin c'est quand même un grand personnage français, qui évidemment dit un peu tout et n'importe quoi, un peu comme Lucchini, mais c'est le même genre de charme, très, très français, qui a réussi à s'imposer internationalement, et qui est persécuté par l'appareil d'État français actuel, qui lui est anti-français intégralement, au point qu'ils veulent quitter la France et qu'ils rendent son passeport. C'est très important. Obélix rend son passeport et quitte la France, avec évidemment la petite quenelle géniale de Poutine. Ce sont les retrouvailles de deux amis. Une accolade complice pour célébrer la citoyenneté russe de Gérard Depardieu. Puis un dîner où les deux hommes évoquent le dernier tournage de l'acteur. Tout est fait pour montrer l'attention que le président russe porte à ce concitoyen si singulier. Tu lui dis ne viens pas en Belgique, viens plutôt en Russie, on t'accueille. Et c'est vrai qu'un Gaulois comme Depardieu souhaiterait que le président de la République française soit un Poutine. C'est-à-dire c'est encore un homme qui aime son pays et qui incarne une certaine virilité, pas une patte molle hollandaise qui confond le drapeau français et le drapeau hollandais, qui est soumis à toutes les puissances étrangères, qui a fait enlever le drapeau français du site de Internet de l'Élysée. Enfin voilà, c'est un symbole. Alors j'ai entendu les gens dans les bistrots dire ouais, Depardieu ne veut pas payer ses impôts. Non, Depardieu est un entrepreneur. Il n'était pas obligé d'être entrepreneur, il pouvait rester acteur comme Toretton. Et il est marrant parce qu'il a mis de l'oseille à un moment donné, il a fait du business avec Fidel Castro. À une époque, il s'est converti à l'islam, il faut le savoir. Je crois que pour une histoire d'amour ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un personnage haut en couleur, très français. Il picole. Ce qui est génial, c'est qu'il s'est fait encore arrêter bourré. Ils le font souffler et il relève un taux de 0,94 grammes d'alcool par litre d'air expiré, qui revient à 1,88 grammes d'alcool dans le sang. Et il a dit qu'en fait c'était à cause de la vinaigrette de la salade qu'il était souple, c'est le vinaigre. Vous savez, avoir un petit peu d'alcool dans le sang, si je prends une salade un peu trop vinaigrée, je dépasse déjà la limite. Donc moi j'aime bien un type qui picole, qui roule bourré, qui a une tête de guerrier gaulois. Il a une dimension pantagruélique, hein, il a ce côté-là, côté ronsardien, c'est un Français, quoi. Et que un type comme Hérault, c'est Hérault, là, Nobody comme Hérault, l'insulte et le traite de minable, prouve que les hommes politiques qu'on a portés au pouvoir par le suffrage universel, ce qui veut dire qu'il faut l'abolir, ont perdu, comme disait De Gaulle, toutes leurs antennes. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus ce que c'est que le peuple de France, ils le méprisent, ils le haïssent. Et forcément, j'espère un jour que ça aura des conséquences. Parce que entre Depardieu et Hérault, qui est le héros, hein ? Je rappelle que Hérault est un prof d'allemand qui n'a jamais enseigné, un franc-maçon, professionnel de la politique, qui n'a jamais, à mon avis, produit quoi que ce soit. C'est un parasite, hein, en termes d'analyse économique marxiste. C'est un parasite, un politique professionnel. Il est rien. Il est un peu l'équivalent de Quinquin dans le premier gouvernement Mitterrand. Il sera remplacé bientôt. Hein. Voilà, il fallait mettre un goy dans le premier gouvernement. Vous verrez qu'il sera remplacé bientôt. C'est mes prévisions par un élu. Et surtout, Depardieu, on dit que Depardieu ne veut pas payer d'impôts. Non, Depardieu ne veut pas payer 85% d'impôts. Je pense que même si on a une sensibilité très sociale, un type qui est entrepreneur, il faut comprendre qu'il y a 85 salariés, je crois. Je pense que c'est totalement démoralisant et absolument anormal qu'on fasse payer à un type comme ça, qui n'est pas LVMH ou Dassault. Hein. Ces gens-là ne payent pas d'impôts. Avec les montages qu'ils font, ils payent 0 impôt quand on regarde bien. Cette affaire Depardieu est très symbolique d'une coupure totale entre nos élites et la France et son peuple, où maintenant on est dans la déclaration de guerre au peuple de France. On a Brigitte Bardot bientôt qui va suivre. Combien de stars vont-elles trouver refuge en Russie ? Après Gérard Depardieu, nous y reviendrons dans un instant, Brigitte Bardot menace aujourd'hui de prendre la nationalité russe. Ses motivations n'ont rien à voir avec celles de l'acteur. Elle dénonce le sort réservé aux animaux en France. Brigitte Bardot qui menace de partir en Russie, c'est une inquiétude pour vous ? Il faudrait demander Gérard Depardieu en mariage, ce serait formidable. Hein, c'est-à-dire les gens qui incarnent la France veulent partir et sont persécutés par ceux qui sont censés représenter le peuple de France. Écoutez, c'est
des crétins finis, qu'ils ont envie de dormir tous avec Poutine, qu'ils se mettent dans son lit, et puis là, l'affaire est réglée. Vraiment, c'est inintéressant. L'autre fou qui déclare la Russie comme une grande démocratie, vraiment, il faut être complètement malade et complètement plein d'alcool ou d'héroïne ou je sais pas quoi pour dire des bêtises pareilles. Alors que Depardieu et Brigitte Bardot sont des héros du peuple français, issus du peuple français, je le rappelle. Ce ne sont pas des petits marquis, des héritiers comme BHL, comme Arnaud Klarsfeld, voilà, des gens à qui tout a été donné par leur naissance, hein, qui sont une espèce de nouvelle aristocratie d'une période anti-monarchique qu'on pourrait qualifier d'aristocratie sans noblesse, hein, d'aristocratie ignoble. Voilà. Et donc c'est très symbolique, donc c'est pas une affaire secondaire. Et le fait que ce soit Poutine qui tende la main à Depardieu est très symbolique aussi. Parce que Depardieu, je pense, et moi aussi, on aspire à un Poutine français, hein, de remettre un peu de virilité, de bon sens et de patriotisme en France. Donc on verra comment tout ça va continuer. Et c'est marrant que ce soit Torreton d'ailleurs qui soit monté au créneau pour l'insulter. Enfin, tout ça est très symbolique d'une période où je crois où on est allé au-delà de ce qui était acceptable dans l'anti-France, hein, voilà, de la part de nos élites. Hein, donc, suite au prochain épisode, et soutien total à Depardieu malgré tout, parce que c'est un grand personnage, parce qu'il s'est fait tout seul, parce qu'il incarne la France à l'étranger, et parce que je comprenne que lui qui avait, je crois, créé 85 emplois, n'ait pas envie que le fisc français et ce qu'il incarne lui pique 85% de ce qu'il gagne. Que les gens se posent la question de savoir ce que c'est que de se faire piquer 85% du pognon que vous avez gagné, et que vous avez gagné, je dirais assez honnêtement, par votre talent, vos prises de risques, etc. Ce n'est pas du socialisme intelligent que de vouloir, empêcher la création de richesses, démoraliser. Et ça n'a rien à voir avec le fait de s'attaquer à ce à quoi il faudrait s'attaquer, c'est-à-dire aux banques et au grand capital comprador cosmopolite incarné par les multinationales, à capital diffus et masqué, etc. Ce que ne font jamais les socialistes, évidemment, qui tapinent en plus pour la banque, c'est ça qui est horrible, et qui allument des petits mecs comme Depardieu pour faire croire qu'ils s'attaquent aux riches. Je rappelle que Hollande avait dit « je n'aime pas les riches ». Les hausses d'impôts que vous avez fait, vous avez une vision de la France très particulière, monsieur Hollande. Je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches en combien Et en désignant les gens qui gagnaient plus de 4 000 € par mois. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Lui gagnant d'ailleurs 10 fois ça officiellement déjà, plus tout ce qui doit se mettre dans la poche maintenant avec les rétrocommissions. Parce qu'il faut savoir que quand on accède enfin au pouvoir, le président touche les rétrocommissions sur les emprunts d'État et le commerce d'armes, c'est des milliards, et le Premier ministre, c'est les fonds secrets en général. La même scène a lieu chaque mois dans ces locaux du Trésor public. Une mallette, un sac, emportés rapidement par une voiture officielle, et voilà, l'argent noir de la République, en billets de 500 francs tout neufs, peut rejoindre ses destinataires. Ces fameux billets de 500 francs ont deux destinations. Une grosse moitié est réservée aux services secrets, le reste va à Matignon, chez le Premier ministre. Chaque année, le Parlement vote leur montant, pratiquement sans discussion, aucun contrôle n'est possible. Donc le Hérault et le Hollande sont en train de se remplir les poches en ce moment, comme s'est rempli les poches Sarkozy. On verra d'ailleurs jusqu'à un certain moment donné se comporter comme un mafieux, on en reparlera, en faisant assassiner les gens à qui il ne veut pas rendre l'argent parce qu'il n'a pas honoré des contrats occultes. Et là, c'est l'affaire Kadhafi. On pourra en reparler tout à l'heure. Voilà, donc soutien à Depardieu.